Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans une nouvelle émission de Tout ce qu'on prend, l'émission dédiée à la diffusion de la connaissance et la compréhension de notre monde. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous dans le chat, venez discuter aujourd'hui sur le sujet du jour qui est affiché au-dessus de moi. L'hydroxychloroquine sauvera-t-elle le monde? Ah oui, je sais, un sujet que je m'étais promis de ne pas faire en live, du moins les sujets relatifs au coronavirus. En tout cas, bon, je fais une petite exception aujourd'hui au vu de la situation actuelle. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de médiateurs scientifiques ou de médias ont pu déjà discuter de la question. On vous bassine avec ce sujet sur les réseaux sociaux. Peut-être que même vous avez banni ces mots de vos réseaux. Bon, voilà, j'ai décidé de faire quand même ma propre contribution. Enfin, je dis mais en fait, ça va être surtout notre invité du jour qui va contribuer à sa manière en nous faisant une présentation sur le sujet. Ça va être un gros poisson d'avril ce live. Eh bien non, je n'ai pas prévu de poisson pour aujourd'hui. Diogène 558. Ça va être un live tout à fait sérieux normalement. Peut-être que notre invité a prévu des poissons d'avril. On verra. Mais voilà, le sujet du jour, donc il est au-dessus. Comme d'habitude, avant de passer directement à la conférence et à la présentation de notre invité, je vais rapidement parler de la chaîne, de l'actu en ce qui concerne Tout ce qu'on prend. Le temps que, on va dire, les gens arrivent progressivement sur le chat, vous êtes déjà un peu plus d'une dizaine. Donc merci à vous. Donc, tout d'abord, les remerciements de la communauté. Comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le live, donc c'est top. Merci beaucoup de votre soutien, d'être présent sur les réseaux sociaux et de continuer de partager ce que je peux faire, ce que je peux produire sur Internet. Donc merci encore à vous. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent éventuellement pas, mes réseaux sociaux sont affichés juste en dessous ici, donc Robin Isnard, et vous pouvez les trouver donc sur les 4 réseaux, on va dire, les plus communs. Et en particulier, peut-être qu'il y en a un qui pourrait plus vous intéresser que les autres, c'est YouTube, puisqu'il y a les rediffusions des émissions, de toutes les émissions que je fais depuis déjà plusieurs mois. Vous pouvez la retrouver si bien, vous aimez ce genre de podcast. Bonjour à tous, là je vois que vous arrivez progressivement sur le chat. Salut le geek qui sera notre modérateur aujourd'hui. Donc gare à vous si vous faites des pas de travers. Alors ensuite, il faut aussi que je parle du Discord. Le fameux Discord, bon, sans doute vous êtes déjà au courant, mais il existe un Discord communautaire qui rassemble des initiatives de diffusion de live sur Twitch et sur YouTube. Le lien du Discord est en dessous du live, il y a un bouton Discord, un lien d'invitation. Il y a aussi éventuellement un lien qu'on peut donner dans le chat avec la commande ! Discord. Vous pouvez donc, en cliquant sur ce lien, rejoindre le Discord communautaire qui regroupe pas seulement mon projet, pas seulement Tout ce qu'on prend, mais également d'autres projets comme ceux du collectif Conscience, ceux aussi du Café des Sciences récemment arrivé, et Corentin Buty qui va nous parler d'espace. Bref, ça c'était pour l'aspect communautaire. Je rappelle aussi qu'il y a des sondages aussi pour chacune des rediffusions que vous pouvez voir sur YouTube. C'est sur YouTube. Vous pouvez noter les rediffusions, vous pouvez noter les conférences. Une fois que vous les avez vues, vous pouvez cliquer sur un lien qui est disponible au niveau de chaque rediffusion YouTube dans la description ou dans le commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous dirige vers un petit sondage où il y a juste une question. C'est pour juger de la difficulté de la conférence en question. Et moi, ça me permet pour moi d'avoir un feedback, d'avoir un retour sur à quel point vous avez trouvé difficile ou trop facile, on va dire, la conférence en question. Ça me permet de m'adapter, de proposer un contenu qui sera plus dans le niveau de ce que veulent les gens en général. Donc n'hésitez pas à aller voter sur les sondages qui sont disponibles sous chacune des vidéos YouTube, si vous avez vu évidemment les conférences correspondantes. Donc voilà, ça c'était la petite partie, au niveau des sondages. Je regarde ma petite liste de tout doux que je dois dire. Il y a aujourd'hui une grosse news qu'il faut quand même que je dise,
j'aurais peut-être même dû commencer par ça. Nous vivons dans une époque formidable avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout ça. Et malgré on va dire la situation un petit peu délicate dans laquelle on se trouve avec le confinement, et bien en fait ça a profité au monde d'Internet et on va dire à la création de nouvelles initiatives de médiation scientifique sur Internet. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du Discord qui rassemble certaines de ces initiatives-là, donc de médiation scientifique sur Twitch et YouTube. Mais en fait il y a d'autres organismes qui existent et qui font déjà de la médiation, qui faisaient avant le confinement de la médiation plutôt dans la vraie vie, réelle de la réalité du monde réel. Et donc ces organismes-là se sont adaptés et ont aussi développé des outils, leur propre chaîne, on va dire. Et donc ces organismes sont aussi rentrés en contact avec nous pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et finalement, ce qu'il en est sorti de tout ça, c'est une sorte de programmation générale, programmation un peu globale qui essaye justement d'englober un peu un maximum d'initiatives, un maximum de lives qui peuvent se faire sur Internet. Et ce programme, il a été diffusé sur le Twitter du Café des Sciences, mais je vais rappeler l'adresse dans le chat. Donc voilà, c'est pour voir ce programme, c'est le lien que je mets là, je le mets en 3 fois comme ça, vous ne pouvez pas le rater. Ce lien, si vous cliquez dessus, vous allez voir un programme de la semaine qui vous donne en fait les endroits où aller sur Internet pour suivre des conférences en ligne pendant toute la semaine. Donc il n'y a pas seulement du tout ce qu'on prend, mais en fait il y a plein, comme vous pourrez le voir, d'initiatives. Tous les jours vous pouvez apprendre des choses, apprendre de nouvelles choses, et donc c'est super parce que normalement, en théorie, chaque semaine, vous aurez un nouveau programme qui sera mis à jour, et donc vous pourrez du coup passer le confinement à apprendre énormément de choses en suivant tous ces lives. Donc un lien qu'il faudra, je pense, garder dans vos favoris. D'ailleurs, certains de ces organismes disaient encore il y a peu, bof, YouTube, c'est des ados dans leur chambre, et aujourd'hui ils viennent leur demander de l'aide pour installer OBS, etc. Ouais, c'est ça. Effectivement, le geek, il y a eu un peu un changement peut-être d'état d'esprit au vu de la situation actuelle et du confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des organismes qui font des initiatives sur Internet, donc c'est super cool, parce que ça complète le contenu qui existe déjà, et ça permet de fournir au public, toujours presque en continu, vous avez de l'information scientifique à disposition, de la manière, des programmes qui vous permettent de vous cultiver. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'en parle, parce que c'est la grosse news qui date d'aujourd'hui là pour le coup, et donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre aussi avec le temps. Alors après le confinement, est-ce que toutes ces initiatives là vont rester? Ça c'est aussi la grande question, parce que ces organismes là vont devoir refaire de la médiation en vrai. Donc on verra, il faudra suivre tout ça sur les réseaux, et voilà, en fonction, vous verrez de toute façon avec l'évolution de la programmation. Alors voilà, ça c'était pour la news. Sinon, comme d'habitude, oui, parce que là maintenant c'est devenu une habitude, Samuel est aujourd'hui là avec nous. Il n'était pas là lundi dernier, mais il se rattrape en étant présent aujourd'hui pour nous faire toujours du live sketching en direct sur sa chaîne. Vous pouvez suivre un dessin qu'il dessine justement pendant la conférence. Le lien vers le live, le multi Twitch sera donné par le geek s'il est suffisamment réactif, mais je pense que oui. Vous avez, merci le geek, vous avez le lien vers la chaîne de Samuel dans le chat et vers le multi-Twitch. Le multi-Twitch, ça vous permet d'avoir 2 lives en même temps. Sur ces 2 lives, vous avez à la fois la conférence, là le live tout se comprend, mais et sur l'autre live, vous avez l'avancée du dessin de Samuel. Samuel, comment ça va aujourd'hui? Bonsoir, ça va bien, merci. Et j'espère que toi aussi et que tout le monde va très bien. Ouais, bah moi ça va beaucoup aussi. Je suis très content de faire ce live là un peu inhabituel. D'ailleurs, pourquoi c'est à 18h? C'est vrai que j'aurais pu le souligner, c'est justement pour des raisons de programmation, puisque je vous ai parlé de calendrier tout à l'heure et de programme en général. Et voilà, au lieu de le faire ce soir à 20h30, je l'ai fait à 18h, parce qu'à 20h30 le collectif Conscience fera un live, donc restez sur Twitch après cette émission là, puisque le collectif Conscience vous
fera eh bien, un stream de qualité. Donc voilà, petite promo pour les copains. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des news et des trucs un peu chiants que je suis obligé de dire toutes les premières 20 minutes de stream. Désolé pour ceux qui connaissent déjà toutes les infos. Aujourd'hui, le sujet, il est au-dessus, l'hydroxychloroquine, je vais y arriver, hein, à force, si je lis correctement. Est-ce que cette fameuse molécule arrivera à sauver le monde? C'est ce qu'on verra avec notre invité du jour. Sans plus tarder, laissez-moi passer sur la scène où notre invitée est présente. Et c'est Mathilde Petit qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Déjà, première question, Mathilde, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va. J'ai réussi à finir ma conférence pile poil à temps, donc tout va bien. Ça va. C'est vrai que c'était restreint. Pour vous donner un petit peu le contexte de tout ça, c'est que c'est toi, Mathilde, qui m'a contacté, qui m'a dit avec le confinement, j'ai un petit peu plus de temps, donc j'aimerais bien communiquer là-dessus. Est-ce que je pourrais préparer quelque chose pour l'émission? Et donc j'ai accepté. Et c'était il y a une semaine tout pile. Et donc en une semaine, tu as réussi à faire quelque chose, donc c'est quand même bravo à toi, bravo et merci pour ta dévotion sur la médiation scientifique et ce sujet-là en particulier. Pour te présenter un petit peu, Mathilde, donc tu as eu une formation d'ingénieur en biologie et tu as eu également une expérience en recherche, tu as travaillé en recherche en immunologie et tu fais en ce moment un master spécialisé santé publique et épidémiologie, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, c'est ça. Je suis très content d'avoir quelqu'un qui puisse parler du sujet et qui soit, on va dire, comme on dit, qui soit pas n'importe qui justement, qui est je perds le mot, mais en gros qui a une certaine expertise sur ce domaine-là et qui peut nous renseigner de manière assez fiable sur le sujet, sur ce que c'est que l'hydroxychloroquine, je vais y arriver, et son étude. Pourtant, je suis chimiste, hein, alors j'ai aucune excuse, je devrais normalement prononcer correctement les noms de molécules. C'est un peu une honte pour un chimiste de ne pas savoir faire ça. Mais voilà, bref, je m'égare. Je vais, à moins que tu aies quelque chose à dire avant de commencer, mais sinon. Oui, juste. Ah, ça lag par contre. Ça c'était. Je disais que c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Ouais, c'est moi, ouais. Tu m'entends? Ouais, il y a des petits problèmes de lag de ton côté. C'est vrai qu'on les avait pas trop anticipés parce que le test qu'on avait fait précédemment marchait bien. Oui. Du coup, est-ce que toi tu m'entends? Allô, Houston? Moi je t'entends très bien, pas de souci. Ouais. Donc je pense que c'est et comme vous pouvez le voir, sa caméra bouge énormément, ce qui prouve bien qu'il y a un petit souci de connexion de ton côté. C'est bizarre parce que jusqu'à maintenant c'était relativement stable. Il a fallu que tu commences à parler pour que ça parte en live. Vas-y, continue. Oui, c'est toujours comme ça. Tu m'entends là? Là, ça marche mieux, ouais. Ok. Bon, vas-y, je te laisse la parole maintenant. Maintenant, je me tais, je te laisse la parole. Je suis désolé. Oh, pas de souci. Ok, alors du coup, si tout le monde m'entend bien, je vais commencer. Alors, aujourd'hui, on va se demander si, effectivement, l'hydroxychloroquine va-t-elle sauver le monde, oui ou non? Alors, tout a commencé il y a à peu près une semaine, quand tous ces acteurs se sont rencontrés, à savoir le professeur Didier Raoult, l'hydroxychloroquine et le SARS-CoV-2, qui donne la maladie Covid dont vous entendez parler, ou alors vous vivez dans une grotte. Bref. Alors, le professeur Didier Raoult... c'est pas n'importe qui. Il est médecin, il est chercheur, il est directeur à l'IHU, donc l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. Excuse-moi de te couper, tu peux enlever, tu peux cliquer sur la petite croix éventuellement. Coucou. Ok, c'est bon. Tout va bien là? Yes, c'est parfait. Donc, il a également découvert les mimivirus, qui sont des virus qui ont... Alors, tout a commencé quand il a publié un article qui est actuellement sous presse, mais qui a été diffusé sur Internet en preview, dans Journal of Antimicrobial Agents,
où il dit que les patients Covid qu'il a traités avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine étaient totalement soignés de la présence du virus au bout de 6 jours de traitement. Alors ça, et il précise qu'il est... Oui ? C'était quand, pardon ? Tu l'as dit ? Alors ça, c'est la publication du 17 mars. Ok. Voilà, c'est... Donc c'était il y a même pas un... alors... Oui, c'est ça. Donc voilà, et après, il a précisé dans des interviews qu'il était convaincu qu'à la fin, tout le monde utiliserait ce traitement. Alors, chloroquine, hydroxychloroquine, c'est quoi ? Ce sont des dérivés de la quinine, qui est le tout premier antipaludéen qui a été découvert. Elles sont à peu près pareilles, à différence qu'il y en a un qui est un groupement différent de l'autre. Ils sont à peu près utilisés dans les mêmes pathologies. Donc la chloroquine est utilisée pour traiter le paludisme, enfin plus vraiment aujourd'hui parce qu'il y a énormément de falciparum, de plasmodium qui est l'agent du paludisme qui est résistant à la chloroquine. Mais par contre, on va utiliser la chloroquine comme l'hydroxychloroquine dans un certain nombre de maladies inflammatoires comme les polyarthrites, le lupus et les leucites. Alors je précise, ça sera important plus tard, que les polyarthrites et les lupus sont des maladies donc auto-immunes qui sont très handicapantes et très douloureuses et qu'il est important pour les personnes qui souffrent de ces maladies d'avoir leur traitement. Ok. Alors, les réactions générales à l'étude du docteur Raoult et surtout à la communication qui a été faite notamment via le site de l'IHU d'infectiologie sont les suivantes. Donc, l'étude du Dr Raoult ne prouve rien, est mal faite. Alors, c'est plus complexe que ça. On va d'ailleurs s'y pencher de façon un peu poussée. La chloroquine, c'est le traitement contre le coronavirus. Bah, on peut pas encore dire ça, malheureusement, même si ça serait bien. La chloroquine est dangereuse. Bah, c'est pas faux. C'est un médicament. Il a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Ensuite, on part dans le débat d'idées avec le docteur Raoult et un brillant scientifique opprimé par le système. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Et le docteur Raoult est un charlatan, un arrogant, un bon à rien, un charlot, un incompétent, etc., etc., etc. Je ne vais pas non plus me prononcer là-dessus, c'est pas mon rôle. Alors, première question. L'hydroxychloroquine est-elle dangereuse ? Alors, ces données viennent d'une review qui vient d'être publiée dans Nature Review Rhumatology. Donc pour ceux qui ne savent pas, une review, en fait, c'est un papier qui résume plein d'articles qui ont été publiés. Donc c'est toujours très intéressant parce que ça permet d'avoir une idée à peu près générale de la connaissance actuelle. Donc du coup, alors petite histoire de la chloroquine, ce qui explique aussi un certain nombre de problèmes qu'on a maintenant. Donc la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des molécules assez anciennes qui sont utilisées depuis longtemps. Et comme elles ont été approuvées dans les années 50, on manque de données dessus parce qu'elles n'ont pas suivi le protocole qu'on fait maintenant pour approuver des médicaments et notamment on manque de données sur les doses toxiques, ce qui rend l'histoire un peu compliquée. Alors, les propriétés, donc l'hydroxychloroquine, elle réduit la production de messages anti-inflammatoires. C'est pour ça qu'on l'utilise dans des maladies pro-inflammatoires et auto-immunes. Et apparemment, ça aurait des propriétés antiviraux, d'où l'idée de l'utiliser pour le Covid. Parce que, excuse-moi, mais en l'anti-inflammatoire, ça n'a pas de lien avec quelque chose de viral. Ça n'a pas de lien avec le virus, les inflammations. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est en fait. C'est quoi une inflammation en général ? Moi, je connais vraiment rien. Alors, inflammation, de façon générale, c'est, tu vois, quand tu te blesses, c'est rouge, c'est enflé, c'est douloureux et c'est chaud. Et ben, c'est ça, une inflammation en fait. C'est une réaction du système immunitaire qui est d'ailleurs une des premières réactions que tu as quand tu es face à un dommage corporel ou à une blessure. Ça va être de faire cette espèce de gonflement, de chaleur, etc., qui est à la fois un signal pour attirer le système immunitaire et puis une façon de commencer à traiter le problème, donc blessure, etc. Est-ce que c'est clair ? Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, ça n'a pas de lien avec une activité virale, c'est juste une réaction du corps.
Et quand on dit anti-inflammatoire, c'est que ça soulage du coup la douleur. Enfin, ça permet de. Ça réduit l'inflammation en fait. Okay. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça réduit l'inflammation, mais que ça la supprime pas. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans des maladies auto-immunes, parce que le corps, dans une maladie auto-immune, en fait, ton système immunitaire s'auto-attaque. Donc, il faut calmer ton système immunitaire. C'est pour ça qu'il faut lui donner des messages anti-inflammatoires, des messages inflammatoires. Et en fait, le problème, c'est que si tu supprimes complètement l'inflammation, tu vas être très sensible à tout ce qui est infection. Et d'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a un gros problème. Ça réduit la production de messages inflammatoires et pas anti-inflammatoires. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. C'est une grosse coquille. Oh là là, mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, c'est ce qui se passe quand on fait un PowerPoint trop vite. Donc, du coup... Donc c'est important de pouvoir réduire l'inflammation sans la supprimer totalement, parce que sinon les personnes qui ont des maladies auto-immunes sont sensibles au moindre rhume, au moindre coup de froid en fait, parce qu'elles peuvent plus lutter contre les infections. Voilà. Et l'effet antiviral, c'est quelque chose qui a été découvert plus récemment et sur lequel j'ai pas vraiment eu le temps de faire de recherche, mais c'est ce qui a donné l'idée aux équipes chinoises puis à l'équipe du professeur Raoul de tester sur justement sur le Covid. Mais voilà. Du coup, les effets antiviraux qui ont été faits récemment, c'était pas sur la famille des coronavirus, du coup. Alors, il y a eu des essais sur le premier SRAS et le MERS, et j'avoue que j'ai pas plus poussé les... Non. Elle date de combien de temps ces récentes études, du coup? Sur l'effet antiviral, je dirais une dizaine d'années. Ok. Parce que le premier SRAS, quand tu dis ça, ça me fait penser à... C'est le... SRAS, un peu plus, peut-être une vingtaine d'années, oui. C'est pas par rapport à l'épidémie de 2003 ou quelque chose comme ça? Si, c'est ça. Donc, effectivement, peut-être plus d'une vingtaine d'années. Alors, je ne sais pas après si ça a été testé sur le SRAS pendant l'épidémie ou si ça a été testé en in vitro, a priori. Je te dis, j'ai pas plus creusé l'effet antiviral. Ok, pas de problème. Voilà. Alors, du coup, au niveau effet secondaire, on va avoir des problèmes, comme pour beaucoup d'antipaludéens, on va avoir des problèmes gastro-intestinaux avec nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée. Là où c'est vraiment problématique, c'est qu'on a des problèmes cardiotoxiques, c'est-à-dire on peut vraiment avoir des soucis, notamment d'arythmie pour les personnes qui sont fragiles du cœur, et enfin de rétinopathie, c'est-à-dire que le fond de ton œil va s'inflammer et peut dégénérer. Donc ça, c'est aussi un effet très grave. Et on va enfin pouvoir passer cette diapo honteuse, pleine de fautes d'orthographe. Désolée, c'est encore. Pas grave. Donc on peut perdre la vue, c'est ça, l'effet secondaire? Ou avoir pas perdre la vue, mais avoir des gros problèmes oculaires, oui. Et ça, c'est à forte dose, c'est ça? C'est pas dans les doses qui sont prescrites habituellement pour, évidemment... Alors, c'est pour les personnes qui vont être fragiles au niveau oculaire, on ne va pas leur prescrire ce médicament-là, de toute façon, parce que les personnes qui prennent ce médicament-là pour les traitements, notamment de maladies chroniques, elles doivent prendre une certaine dose tous les jours, donc on ne peut pas se permettre de leur donner un truc qui risque d'être toxique pour leur fond d'œil. Donc les personnes qui sont à risque, on ne va pas leur donner de toute façon ça. Voilà. Ok. Nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il y a beaucoup d'infos, mais c'est vrai que moi, de mon côté, comme j'ai suivi un petit peu l'actu, il y a des choses que je connais, dont j'ai déjà entendu parler. Mais si pour vous, il y a des choses qui sont pas claires, on peut revenir dessus. Voilà, on a le temps. Ok, alors du coup, l'autre remarque qui a été beaucoup faite, c'est l'étude du Dr Raoul ne prouve rien ou est mal faite. Alors là, on va devoir reprendre les bases, donc accrochez-vous bien. On va parler essai thérapeutique, c'est-à-dire une étude réalisée dans le but de prouver l'efficacité ou la tolérance d'un traitement. Alors, du coup, on va prendre des patients, on va les traiter avec un médicament
qu'on souhaite évaluer. On va mesurer un critère d'évaluation. Donc, par exemple, dans le cas du coronavirus, ça peut être le fait d'avoir toujours du virus dans le nez, le fait de mourir, le fait de survivre, etc. Et on va évaluer tout ça grâce à un test statistique. Mais pour qu'un essai soit rigoureux, on a trois choses qui permettent vraiment de contrôler que tout se passe bien. Le premier, c'est d'avoir justement un contrôle, ce qu'on appelle le groupe placebo. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner à une partie des gens le traitement et à l'autre partie, soit un traitement de référence qui est déjà utilisé, soit un placebo, c'est-à-dire un médicament qui n'en est pas un. En général, c'est juste une pilule avec un peu de sucre dedans ou ce genre de choses. On va évaluer exactement de la même façon le groupe placebo et le groupe traité, et grâce au test statistique, on va pouvoir comparer les deux. La deuxième chose qui est importante, c'est que comme la population, elle est hétérogène, il faut randomiser, c'est-à-dire on va tirer au sort si les gens vont dans le groupe placebo ou dans le groupe traité. C'est important parce que donc la population, elle est quand même hétérogène. Vous allez avoir des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, etc. Donc, pour que les deux groupes soient le plus homogènes possible, la seule solution, c'est de tirer au sort. C'est le choix aléatoire. Et enfin, le dernier critère, c'est ce qu'on appelle l'insu ou l'aveugle, c'est-à-dire que ni les personnes traitées, ni la personne qui évalue le critère de jugement ne sait qui a quel traitement. Ça évite d'une part que la personne, si elle sait qu'elle a un placebo, il n'y aura justement pas d'effet placebo. Ou si elle sait qu'elle est traitée, peut-être que elle va mieux réagir. Est-ce que tu peux rappeler l'effet placebo pour ceux qui... Oui, bien sûr. Alors, l'effet placebo, c'est le fait d'aller mieux alors qu'on ne prend pas un médicament ou en tout cas pas quelque chose d'efficace. C'est un effet psychosomatique qui fait que quand on prend un traitement, même si le traitement n'est pas un vrai traitement, c'est une pilule avec du sucre par exemple, on va aller mieux car le cerveau est persuadé qu'on est traité, donc agit comme s'il l'était vraiment. Ça vous va? C'est clair? Ouais, ça a l'air d'être clair. Donc il y a deux groupes, comme tu disais, un groupe qu'on traite avec le médicament qui a un effet, et l'autre groupe avec une pilule de sucre, quoi. Mais oui, un placebo. Dans l'aveugle, quand on dit aveugle, ça veut dire que ni le patient ni le médecin, c'est ça, oui. ne sait en fait si ce qu'il donne est un placebo ou pas, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est aussi important que le médecin ne sache pas parce que ça empêche d'avoir des biais. Par exemple, si tu as travaillé toute ta vie à prouver que l'hydroxychloroquine est la meilleure chose du monde, même inconsciemment, tu peux avoir tendance à traiter mieux, à évaluer mieux les personnes qui prennent de l'hydroxychloroquine que les personnes qui sont en groupe placebo. Donc c'est important que les deux ne sachent pas qui prend quoi. Donc c'est une tierce personne, c'est ça, qui lui sait ce qu'il va donner, qui va le donner au médecin en lui disant voilà, je te donne ça, mais je te dis pas ce que c'est, et toi tu vas le donner au patient. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a en général, il y a toute une organisation derrière. C'est pas on fait tout au hasard, on sait pas ce qui se passe. Non, bien sûr. En fait, ça c'est toute la. Ça va être plus le travail de personnes comme moi. Donc, c'était pas mon cas, mais les épidémiologistes peuvent se spécialiser dans les essais cliniques et vont justement se spécialiser dans l'organisation. Donc, c'est eux qui vont faire la randomisation, c'est eux qui vont organiser tout pour que le patient, en gros, va juste recevoir une boîte de pilules et va devoir les prendre, il ne sait pas ce que c'est. Le médecin va recevoir son patient, il va évaluer son patient sans savoir ce que le patient prend, etc. etc. Et après, c'est les épidémiologistes, enfin, qui vont traiter les données. Okay. Voilà. Il y a une remarque sur le simple insu ou double insu ou simple aveugle. On peut dire insu ou aveugle, c'est ça les deux termes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plus entendu aveugle, mais bon, on peut dire les deux. Et du coup, là, comme ni le patient ni le médecin ne sait la nature de ce qui est donné, du coup, on dit double aveugle parce qu'ils sont deux, c'est ça? C'est ça. Et on peut avoir des simples aveugles où effectivement, par exemple, le médecin sait ce que la personne prend. Okay. Et alors, il faut savoir aussi que dans beaucoup de cas,
l'aveugle ne va pas être possible. Par exemple, un exemple classique, c'est les personnes qui sont dépressives. On va traiter un groupe avec des électrochocs et un groupe avec un antidépresseur. C'est un peu difficile que les personnes ne sachent pas ce qu'elles ont. On a aussi les problèmes, par exemple, d'ostéosarcome, qui sont des cancers des os, où on peut traiter les gens par chimiothérapie ou par amputation. Mais c'est un peu compliqué dans ce cas-là, par exemple, de randomiser, parce qu'on ne peut pas dire on va tirer au sort si on te coupe le bras ou pas. C'est pas très cool. Et on peut pas non plus faire d'insu ou d'aveugle parce qu'a priori, tu vas voir si la personne, elle a un bras ou pas. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Il y a des choses évidentes qu'on voit, quoi, physiquement. C'est présent, quoi. Donc, ouais, ça dépend les études. Mais là, pour le coup, pour notre cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le Covid-19, le traitement ce coronavirus, là, par contre, on peut le faire en double aveugle sans problème, quoi. Sans problème, ouais. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, moi, je peux aussi comprendre que ça ne se fasse pas, en tout cas, en complète, en double aveugle, peut-être en simple aveugle, parce qu'on est dans le rush et on n'a pas le temps de préparer l'essai comme il faut. Ouais. Okay. Mais justement, je vais en discuter après. Parce que du coup, si vous n'avez plus de questions, je vais passer à la critique de Raoult. Du professeur Raoult. Il y avait une question de surnoir, le double insu ou le double aveugle permet-il aussi d'éviter l'effet nocebo ? Alors l'effet nocebo, qu'est-ce que c'est du coup ? Alors l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire que tu prends quelque chose et que tu vas avoir l'impression que ça te fait du mal. Donc tu vas aller plus mal que si tu n'avais rien pris. Alors oui, dans l'aveugle permet d'éviter absolument les deux effets, que ce soit l'effet En fait, c'est pas qu'il permet d'évaluer les deux effets, mais on va dire que si tu vas avoir tendance à soit avoir toi-même un effet placebo ou un effet nocebo, comme les gens sont répartis dans les deux groupes, on imagine qu'il y a autant de personnes qui vont avoir un effet nocebo dans le groupe traité que dans le groupe placebo, et pareil pour l'effet entre guillemets placebo. Donc du coup, ça va s'annuler. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Ouais, pour moi ça l'est. Enfin, je vois l'idée, quoi, général. Sinon, là, je me demandais, est-ce que le médecin sait si son patient est malade ou pas, de base, ça ? Alors, en fait, pour des essais thérapeutiques, le patient, c'est forcément l'état du malade. Là, comme on va tester un traitement sur malade, les gens vont être tous malades, en fait, quoi qu'il arrive. Ça arrive qu'on teste un médicament sur des personnes saines. En général, c'est en tout début d'essais cliniques, c'est-à-dire on donne le médicament à des gens et on voit s'il y a des effets indésirables qui sont vraiment pas cool ou pas. Ok, parce que tes couleurs, là, vert et bleu des patients, ça représente pas malade et pas malade, non, c'est pas ça ? Non, c'est juste parce qu'on distinguait pas trop hommes et femmes. Ah oui, ok, c'est ça. Ah oui, non, ok, c'est juste pour dire que c'est des individus différents, quoi. Voilà, c'est pour illustrer mieux la randomisation. Enfin, voilà, ils ont des caractéristiques différentes. Ok, non, je croyais que c'était qu'on traitait aussi des pas malades, en fait. Non. Ok, j'ai compris. Non. Donc, il y a à la fois, pour reprendre, pour faire un résumé de la slide, pour ceux qui éventuellement nous rejoignent et pour faire même un résumé global. Du coup, tu as la partie randomisation où on prend des individus qui sont tous malades, mais qui ont des caractéristiques différentes en âge, en poids, en sexe, etc. Et après, c'est très bien. Justement, c'est quand même bien d'avoir un groupe le plus homogène possible. C'est-à-dire que, par exemple, c'est bien que des personnes âgées d'un côté et que des jeunes de l'autre, par exemple, c'est pas... biaisé, non, c'est pas ça. C'est que justement, la randomisation permet d'éviter qu'il n'y ait que des personnes âgées d'un côté et que des... Le problème, c'est que, par exemple, l'âge de la personne va beaucoup influencer comment elle va réagir à la maladie et au traitement. Et du coup, ça peut un peu diluer l'effet du traitement. Donc, c'est bien d'avoir la population la plus homogène possible. Par exemple, prendre que des personnes un peu âgées, que des personnes jeunes, etc. Ça permet de mettre en lumière plus facilement les effets, en fait. De partir déjà d'une population qui a certaines caractéristiques, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là d'où vient le mot randomisé, déjà dans le choix. Et après, on dit double aveugle,
effectivement, on le rappelle, parce que ni le patient ni le médecin ne savent si ce que le médecin donne a réellement un effet ou pas, est vraiment le médicament ou un placebo. Et donc c'est pour ça que vous entendez sans doute souvent parler de randomiser en double aveugle, qui est un truc qu'on emploie assez généralement pour qualifier une étude est-ce qu'on peut dire que c'est un critère de qualité entre guillemets, c'est-à-dire que quand on entend randomiser double aveugle, en général, ça part bien, même si c'est peut-être pas suffisant. Mais... Oui, c'est ça. Alors c'est ce qu'on appelle dans le milieu le gold standard, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour qu'un essai thérapeutique, enfin, c'est pas la seule, bien sûr, c'est pas la seule chose, mais il faut qu'un essai thérapeutique ait ces 3 critères. Alors, comme j'ai expliqué plus tôt, il y a des fois où c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, on lit l'essai thérapeutique avec ce biais en tête. C'est-à-dire qu'on sait, bon, ben voilà, on a fait ça comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, la personne qui va avoir la publi en face des yeux va se dire, bon, ok, je sais que qu'il y a ce critère-là, donc il faut que je fasse attention aux résultats. Ok. Non, bah c'est clair, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Mais je te laisse continuer du coup. Ok, alors maintenant je vais un peu parler de l'essai du professeur Raoult, parce que on en a beaucoup parlé dans la presse, mais je voulais un peu vous montrer. Ah oui, non, pardon, désolé, j'avais oublié qu'il y avait quelques petits critères en plus pour ne pas rater un essai. Alors déjà, il faut calculer le nombre de patients dans chaque groupe, de façon à ce que la probabilité d'observer un effet réel soit élevée. C'est-à-dire qu'il faut avoir pile poil le bon nombre de patients pour que ça ne soit pas juste dû au hasard, ce qu'on observe. Est-ce que c'est clair? Donc il y a des formules mathématiques, je ne vais pas vous bassiner avec ça parce qu'on n'est pas dans un cours de maths, un cours de stats plutôt. Voilà, mais il faut savoir que c'est important d'avoir ce calcul-là et de le respecter quand on fait le protocole après. Est-ce qu'on peut garder en tête que plus il y a de patients, mieux c'est? On va dire, plus la population est grande, plus les statistiques donnent un message qui... je sais pas, qui a du sens, qui est significatif, enfin, qui est fiable entre guillemets. Est-ce que ça peut être dit comme ça ou c'est un peu... Alors, c'est pas exactement ça. Il y a 2 critères principaux qui comptent. Il y a ce qu'on appelle l'ampleur des faits, c'est-à-dire par exemple si je vais vous prendre un exemple que j'ai eu en cours. Si on prend des personnes âgées fortement constipées, on va comparer le nombre de caca qu'ils font par semaine avec un laxatif et avec un placebo. Et du coup, par exemple, on va considérer qu'avec le placebo, ils font que 2 caca par semaine et on souhaiterait qu'ils en fassent au moins 1 par jour, ce qui fait une différence de 5 caca par semaine. Donc là, on a une forte ampleur d'effet. On passe de 2 à 5, de 2 à 7, pardon. Donc du coup, là, on peut se permettre de ne pas avoir un très grand effectif. Mais plus l'effet est faible, par exemple, tout ce qui va être hypertension, pour des personnes qui sont hyper tendues, mais pas trop, elles sont pas à au bon critère de tension, mais elles sont pas non plus très 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 hyper tendues. Donc du coup, la variation qu'on cherche, elle est faible. Donc dans ce cas-là, il faut avoir un plus grand groupe. Ok. Voilà. Tout dépend de ce qu'on étudie, quoi, en termes de phénomène. Exactement. Ok. Bon, après, de façon générale, c'est quand même bien d'avoir pas mal de patients, mais faut pas non plus se laisser aveugler par ça. Ça marche. Merci. Alors, ensuite, il faut poser l'objectif que l'on cherche à prouver avant de réaliser l'essai. Parce que si, par exemple, on remarque en cours de route que, en fait, ce qu'on voulait observer, par exemple, je sais pas, le taux de telle protéine dans le sang, on voit que ça varie pas trop, mais par exemple, on remarque que le taux de telle autre protéine dans le sang, ça marche bien. On peut pas tout d'un coup choisir, non, on va changer de protéine et comme ça notre essai sera valable. Non, ça ne se fait pas. C'est de l'éthique, ça, du coup, plus, non? L'éthique scientifique. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, par exemple, on a calculé notre nombre de patients par rapport à la première protéine. Ouais, pas par rapport à la deuxième. Donc, du coup, on a conditionné déjà la manière de faire la recherche en fonction de l'objectif, quoi.
Exactement. Alors, on va éviter les biais. Alors, le biais patient et le biais investigateur, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à l'insu. C'est-à-dire, il faut que ni le médecin ni le patient ne sachent qui prend quoi. Après, c'est bien d'éviter une différence de prise en charge, c'est-à-dire, faut pas avoir tous les patients dans un hôpital et tout le groupe placebo dans un autre hôpital, parce que, par exemple, peut-être que dans l'un ou dans l'autre, les patients sont mieux soignés ou sont moins bien soignés ou n'ont pas le même type de repas le midi, etc., etc. Et ça peut faire des variations qui sont parasites en fait. Okay. Et ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir une population trop hétérogène, surtout si on a de petits effectifs. Et pour finir, il faut éviter de perdre des patients en cours de route. Donc, soit des personnes qui vont quitter l'essai, soit des personnes qui vont mourir ou arrêter parce qu'ils auront des effets secondaires trop importants. En général, on dit qu'il faut qu'il y ait moins de 10% qui s'en aillent. On appelle ça les perdus de vue. Et les effets adverses. Voilà, donc on passe à l'étude du professeur Raoult. Ouais, il y a une petite question de Shovel Kicker à propos toujours du nombre de patients, qui était le premier point. Est-ce qu'il y a un nombre minimum tu vas me dire, ça va aussi dépendre des études, de ce qu'on étudie comme phénomène, mais parce que là, ça va être la question majeure. On anticipe un peu, mais est-ce que toi, dans ta formation, dans ce que tu connais, on t'a enseigné un truc pareil Alors, c'est pareil, c'est toujours bien d'avoir des groupes supérieurs à 30 personnes. Parce qu'au niveau statistique, ça simplifie énormément les choses. Okay. Mais encore une fois, c'est pas toujours possible. C'est pareil, c'est le gold standard. En pratique, c'est pas toujours possible. Par exemple, si tu travailles sur une maladie génétique très rare, pour lequel tu as 10 nouveaux cas par an, bah, tu vas pas pouvoir recruter 30 personnes qui viennent de déclarer qui viennent de déclarer les symptômes de cette maladie génétique, par exemple. Okay. Donc, encore une fois, et là, par exemple, on va parler du coronavirus. Je ne sais pas du tout quelle est la capacité de l'hôpital de Marseille ou le nombre de patients qu'ils avaient, parce que s'ils ont publié le 17 mars, je ne sais pas combien de patients ils avaient au début de l'étude. Donc ça, c'est pareil. On ne peut pas les inventer, les patients, s'ils ne sont pas là. Ok. Sinon, moi, j'avais une interrogation sur tu parlais des décès au traitement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique qui se pose sur une partie des décès qui peut être dû justement au fait qu'on ait juste donné un placebo? Enfin, tu vois ce que je veux dire, puisque on dit tant pis. Enfin, je veux dire, tu vois le problème éthique qu'il y a sur la question. Oui, alors ça, c'est un problème éthique qui est connu. D'ailleurs, par exemple, pour certaines maladies, on ne va pas donner un placebo aux gens, on va donner ce qu'on appelle un traitement de référence. Typiquement, une personne qui a un cancer, on ne va pas ne pas lui donner de traitement. Oui, d'accord. On va lui donner un traitement référence. Là, il n'y a pas de traitement de référence et on ne sait pas si la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est efficace ou c'est détrimental, tu vois. Donc, au final, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est proposer un placebo. Et encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais cela va de soi, que toutes les personnes qui participent à un essai clinique sont consentantes, donc on appelle ça le consentement éclairé. Donc elles connaissent les risques, elles ont donné leur assentiment et elles savent, par exemple, qu'elles peuvent avoir le placebo éventuellement. D'accord. Ouais, elles sont au courant du déroulement des opérations. C'est pas des rats de laboratoire, quoi. C'est pas des. Non, bien sûr que non. On est plus. Non, je sais bien, mais je veux dire, il y avait cette question-là qui. Je sais qu'il faut pas que, mais peut-être pour certaines personnes, tu vois, on peut voir l'essai clinique comme des expériences presque sur des populations. Dans le cas extrême. Oui, c'est ça. Alors, je prends vraiment le cas extrême. Depuis les procès Nuremberg ont été notamment jugés des patients nazis qui avaient fait ça, il est interdit de faire des essais cliniques. Je pensais pas qu'on allait avoir le point Godwin dans cette conférence. Merci à tous. C'est pas un point Godwin, c'est un point historique. Non, en plus, c'est vrai, c'est ça. Non, t'as raison. Donc, il est interdit de faire des tests cliniques sur les personnes à leur insu. Ça n'a pas empêché que historiquement, il y a eu des cas, notamment aux États-Unis. Après, peut-être en France, mais pas que je sache.
Mais maintenant, surtout dans un hôpital public comme ça, non. Enfin, les gens, on leur demande avant, parce Oui, que si le mec il sort après et dit oui, on m'a donné un truc, j'ai pas compris ce que c'était, c'est scandale absolu. Et là, le professeur Raoult perdra probablement son habilitation à être médecin et à diriger des recherches, etc., etc. Donc voilà, maintenant c'est quand même vachement encadré. Ouais. Non, on déconne pas avec les essais cliniques non plus. Ok, merci. Voilà. Alors, du coup, l'essai du professeur Raoult. Donc, voilà d'où on part. On prend des patients atteints de Covid, donc la maladie causée par le coronavirus, qui ont plus de 12 ans et dont on trouve par PCR. Donc, PCR, c'est une méthode pour détecter l'ADN du virus, donc dans ce cas-là, l'ARN d'ailleurs, dans le nez. Donc, ces patients-là, on les recrute. On regarde ceux qui sont éventuellement allergiques aux médicaments qu'on va leur donner, qui ont des conditions rédhibitoires, par exemple, qui peuvent avoir des rétinopathies. Les femmes enceintes et allaitantes, ça c'est classique. En général, on vire les femmes enceintes et allaitantes parce qu'on ne sait pas l'effet que ça a sur les embryons, fœtus et nouveau-nés. Et du coup, on va prendre ces patients-là. Alors, c'est là que ça se corse, c'est-à-dire que les enfants, les personnes non hospitalisées à Marseille ou qui ont refusé de se voir administrer la chloroquine ont été mis dans le groupe placebo. Les autres... Il y a déjà une discrimination de groupe, quoi. C'est ça. Les personnes qui restaient ont été soit mises dans le groupe placebo, soit dans le groupe hydroxychloroquine. Ensuite, au cours de l'étude, il y a eu 6 arrêts dans le groupe hydroxychloroquine, donc 3 admissions réanimation et 1 décès. Et il n'y en a pas eu dans le groupe placebo. Donc enfin, on observe dans les personnes après 6 jours, donc que 12,5% des 16 patients du groupe placebo n'avaient plus de matériel génétique du virus. Je crois que c'est dans le nez, il me semble, alors que 70% du groupe hydroxychloroquine n'en avait plus. Donc, ce qui veut plus ou moins dire que les personnes sont guéries et n'ont plus de virus, ne sont plus infectées par le virus. Là où il y a aussi un problème, c'est qu'en fait, après on apprend qu'il y avait des gens parmi le groupe hydroxychloroquine, il y en avait une partie qui avait de l'azithromycine, qui est un antibiotique qui est aussi suspecté d'avoir des effets antiviraux. Dans ce groupe-là, il y en avait 100% qui étaient, entre guillemets, guéris du virus, et dans l'autre groupe, il n'y en avait que 57%. L'autre groupe, quel autre groupe? C'est-à-dire l'autre... Azithromycine. C'est quoi l'azithromycine? C'est pas quelque chose qu'on donne, hein, c'est quelque chose que les patients produisent. Non, l'azithromycine, c'est ce que je viens de dire, c'est un antibiotique qui est suspecté d'avoir aussi des propriétés antivirales. Donc on leur a donné ça aussi. On leur a donné ça en plus de l'hydroxychloroquine. Et il y a une autre partie du groupe hydroxychloroquine qui n'a pas eu ça. Ok. Donc ça, c'est un problème. Et surtout qu'il y a une différence entre les deux. Alors, je vais pas... Et excuse-moi, il y en a combien dans les... Donc dans les 26, il y en a 6 qu'on a arrêté. Dans les 20, combien ont eu de l'azithromycine et combien n'en ont pas eu en fait? Eh ben, figure-toi que juste avant ce live, je me suis dit qu'il fallait absolument que je regarde les chiffres parce que je m'en souvenais plus et que je n'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps, ok. Voilà, je ne sais pas si c'est également réparti ou pas. Franchement, je sais plus et j'ai jeté mes notes. Donc, je pourrais regarder plus tard quand j'aurai fini la présentation puisque j'ai la publie sous la main sur l'ordinateur. Okay. Mais là, tout de suite, je ne peux pas t'en dire plus. Voilà. J'avais une autre question. C'est déjà les patients dans la première étape. C'est des patients qui ont des symptômes visibles, qui ont c'est quel type de patients qui sont atteints du Covid? Ils ont plus de 12 ans, mais ils ont quoi comme caractéristiques? Est-ce ils sont tous symptomatiques? Ils ont des... Non, ils n'étaient pas tous symptomatiques. Ils ont été répartis en 3 groupes. Des personnes asymptomatiques, des personnes qui avaient des infections des voies respiratoires supérieures et des personnes qui avaient des infections des voies respiratoires inférieures, ce qui sont les cas, entre guillemets, les plus graves. Ok.
Mais là, il n'y a pas eu de randomisé en fait, pour le coup. Non, ça n'a pas été randomisé. Alors du coup, là, moi, j'aime vraiment me concentrer pour la slide suivante sur les problèmes de méthodo. Ouais, ok. Je vais pas rentrer dans tous les petits soucis qu'il y a au niveau des résultats parce que j'ai pas envie de vous noyer et que je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Bah, tant que le message final est passé, je pense que c'est bon. Mais du coup, parce que là, la grosse question qu'il y a dans le chat et que moi aussi j'ai, c'est où sont les problèmes en fait, s'il y en a. Bah, justement, c'est ma slide suivante. Alors, bon, déjà, on vire les personnes qui ont des conditions rédhibitoires. Il faut garder ça en tête parce que il faut se dire que c'est pas la panacée pour tout le monde. Il y a des gens qu'on ne pourra pas traiter pour le Covid avec ce médicament-là, et c'est probablement des personnes qui sont plus à risque pour le Covid, par exemple les personnes diabétiques, etc. Okay. Ensuite, on va prendre. Ça, c'est un problème ou pas du coup d'écarter. C'est pas vraiment un problème, mais c'est un truc auquel il faut penser avant de dire qu'on va tous pouvoir prendre de l'hydroxychloroquine. D'accord, ok. Voilà, et il faut savoir ça, quoi. Alors ensuite, on va avoir le problème que déjà on avait un groupe très hétérogène, donc de 12, on n'a que 48 patients, de 12 à je sais plus quel est l'âge maximum, mais donc très étalé en termes d'âge. C'est pas du tout homogène. En plus, on va avoir plusieurs hôpitaux. Et on va avoir plusieurs hôpitaux et tous les gens qui ne sont pas hospitalisés à l'IHU, on les met dans le groupe placebo, et tous les patients de moins de 18 ans, on va les mettre dans le groupe placebo. Et puis ceux qui refusent le traitement, on ne peut pas vraiment dire que c'est un biais, mais en tout cas, enfants et non hospitalisés à Marseille, le fait de les mettre que dans un groupe, ça pose clairement problème parce qu'on ne va pas du tout avoir de groupe homogène après. C'est les biais que tu soulignais quelques slides avant quand tu disais. C'est ça. Ok. Alors ensuite, il n'y a pas de randomisation, c'est-à-dire que ils ont, d'ailleurs ils le disent, qu'ils ont attribué les deux groupes sans tirage au sort et sans insu. Mais ça c'est précisé que c'est c'est ce qu'ils disent dans le titre. Open label, ça veut dire qu'il n'y a pas d'insu, tout le monde sait qui prend quoi. Et non-randomized, donc il n'y a pas de randomisation. Bon, ça, c'est dit dans le titre. Au moins, c'est assumé, ça. Oui, ça, c'est assumé. Alors, le problème, là, c'est qu'on va avoir une grosse différence entre le nombre de personnes qui va rester après les 6 jours dans un groupe comme dans l'autre. Donc c'est un petit peu pas terrible. Surtout que 6 arrêts sur 26 patients, c'est quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable. Donc on a quand même une perte de personnes qui peut en fait influer sur la validité des résultats. Ouais. Ensuite, on devait avoir 48 patients. On se retrouve à la fin avec que 36 patients, si j'ai pas mal fait mes calculs. Non, ça devrait être bon. Ça, pareil, ça pose un souci. Ça va aussi être détrimental pour l'analyse statistique. Et enfin, il y a cette fameuse... en fait, on a 2 groupes au sein du groupe hydroxychloroquine. Alors là, je ne sais pas si c'était... En fait, si ça vient... Ils voulaient voir ça dès le début, mais ils ne l'ont pas annoncé clairement. Ou si, en fait, c'est juste un truc qu'ils ont noté comme ça. Parce que ça, c'est possible. Ça peut se faire quand tu fais une étude clinique. Tu dis là, d'ailleurs, on l'a remarqué... il semble que nos patients qui ont de l'azithromycine guérissent mieux que les autres. Mais là encore, au niveau statistique, ça pose problème. On peut le remarquer que c'est cool, mais faire des tests statistiques dessus et dire que c'est statistiquement significatif, c'est pas possible parce qu'il fallait prendre ça en compte quand on a construit, etc., et notamment dans le calcul des patients, blablabla. Donc voilà, ça c'est à peu près les problèmes qu'il y a, ne serait en termes de méthodologie, sur l'essai du docteur Raoult. Est-ce que ce genre de test... il y a une première question de Shovel Kickers qui demande quelle est la valeur alors de ce test. Bon, peut-être que tu le diras juste après, mais... C'est ma prochaine slide. Ouais, voilà, je m'en doutais. Sinon, je me demandais si ce genre de cas est-ce que c'est nouveau? Enfin, je veux dire, j'imagine que non.
as déjà vu voir des papiers dans les littératures qui présentaient déjà ce genre d'études. C'est pas rare d'en trouver en littérature scientifique ou... C'est pas rare d'en trouver. Du coup, je vais aller sur la deuxième slide. Okay, comme ça, je vous en parle un peu plus. Super. Alors, est-ce qu'on jette tout ? Non, pas vraiment. En fait, c'est ce qu'on appelle un essai préliminaire. On est dans une situation de crise. Il faut faire vite. On n'a pas forcément beaucoup de patients. On n'a pas le temps d'organiser un essai clinique proprement parlé. D'ailleurs, en général, pour organiser un essai clinique, il faut validation donc du ministère. Je ne saurais plus exactement quel organisme, c'est un organisme étatique qui donne l'autorisation de faire ces essais. Là, les autorisations sont données très vite pour qu'on puisse avoir le plus de réponses possible. Donc, ce n'est pas complètement choquant que la méthodo elle soit bordélique. Ouais. Ça arrive, surtout en cas de crise. Alors, du coup, c'est encourageant, mais c'est insuffisant pour affirmer que l'hydroxychloroquine a un effet. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà vu des essais comme ça ? Oui, j'en ai déjà vu. D'ailleurs, quand j'avais cours d'essais cliniques, les exercices, c'était souvent, on nous donnait un papier et il fallait montrer tous les défauts de méthodo, d'analyse, etc., des papiers. Donc, oui, ça existe. Je ne dirais pas que c'est courant, mais ce n'est pas non plus rarissime. Ok, nickel. Alors, ça va ? Tout va bien ? Oui, ça va. J'attendais voir s'il y avait d'autres questions. Non, les gens écoutent, je pense qu'ils sont très attentifs. Ok, j'ai juste envie de me pendre quand je vois toutes les fautes d'orthographe qu'il y a sur le PowerPoint. On t'excuse, hein, t'as dû faire ça rapidement. Ouais, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Excusable. Tu es excusé. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de papiers. Donc ça, c'est quelques titres que j'ai trouvés sur PubMed ce matin même. Donc il y a plein de publications. On voit qu'il y en a une là du 25 mars. Donc c'est quand même vachement récent. Donc la recherche continue, que ça soit en essai clinique, en essai in vitro, donc c'est-à-dire dans un laboratoire sur des cellules, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'OMS a lancé un essai thérapeutique qui s'appelle Solidarity, qui teste 4 traitements, dont l'hydroxychloroquine. Et il y a 10 pays qui participent, dont la France. Donc, il y a aussi le Canada, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, l'Iran, la Thaïlande qui vient de rejoindre aujourd'hui, et le Bahreïn, qui est la petite tache juste à côté de l'Arabie Saoudite, si vous arrivez à bien voir. Voilà. Justement, le petit point. Du coup, ça souligne bien qu'il n'y a pas que le laboratoire à Marseille qui fait des études. Parce que là, d'un point de vue médiatique, on croule sous les informations du professeur Raoult et de son étude. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la recherche, elle est faite partout. Mais qu'elle est pas, oui, elle est faite partout. Hein. Mais c'est un biais médiatique qu'on a en ce moment, c'est de ne voir que ce qui se fait en France presque. Alors que tu l'as montré dans la slide d'avant, il y a plein d'études de laboratoires étrangers et qui font aussi du boulot là-dessus. Et du coup, les études que tu as vues, c'est des études qui sont récentes, là, c'est ça, qui sont sorties il y a quelques jours. Oui, voilà, là j'ai 5 mars, 20 mars, 10 mars, okay. 24 mars, etc. Alors, tout ça, c'est des journaux qui sont, enfin, c'est des articles qui sont ce qu'on appelle en préprint, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sortis dans le journal, mais ils ont été acceptés. Et du coup, ils sont mis en ligne justement pour que l'information scientifique voyage plus vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la sortie la sortie en avril du magazine en question, du journal scientifique en question pour avoir les informations. C'est pour ça aussi que, par exemple, on a su tout de suite le 17 mars quels étaient les résultats du professeur Raoult, alors que l'article n'est pas encore officiellement sorti. Il est sorti qu'en préprint. Okay, c'est vrai, Shovel Kicker qui souligne qu'effectivement c'est que 10 pays, c'est pas non plus mondial, mais au moins ça donne une autre dimension de la recherche qui se fait sur le traitement, quoi. Oui, alors encore une fois, 10 pays déjà en termes d'organisation, c'est ultra compliqué à organiser. Donc moi et puis je pense que ça fait pas très longtemps qu'ils ont lancé l'initiative, donc ça me choque pas qu'il n'y ait pas plus de 10 pays.
Et est-ce que du coup tu as pu jeter un œil, peut-être tu vas en parler maintenant, aux publications dernières que tu as montrées justement, sur est-ce que les traitements la méthodo est semblable ou est plus conventionnelle, on va dire Non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas en open access. Ah oui, c'est ça. Donc, je me suis juste contentée de regarder les titres. Ouais. Et puis, pareil, je pensais que j'allais faire 15 minutes pile poil et que j'avais pas le temps de développer plus. Je savais pas qu'on parlerait pendant aussi longtemps. Non, non, d'ailleurs, si vous pouvez utiliser, je devrais pas dire ça, hein, mais non, vous pouvez utiliser Sci-Hub, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces différentes publis. Alors, il y en avait quand même beaucoup qui étaient juste des publis d'opinion, donc qui n'étaient pas forcément des essais thérapeutiques aussi. Comment on reconnaît ça justement pour le grand public? Ça peut être un peu dur. Déjà, il faut lire l'anglais scientifique, mais en plus de ça, savoir si c'est un papier d'opinion ou une. C'est dit de toute façon, c'est dit dans l'abstract. Okay. C'est dit dans l'abstract. Voilà, on a fait un test thérapeutique où voilà, c'est une revue. Il y en a une d'ailleurs, je crois que c'est une revue de la littérature. Je sais plus où elle est. Voilà, il y a celle du 10 mars, Systematic Review, etc., etc. Alors, il faut savoir que j'ai retiré au moins un article qui était de l'équipe du professeur Raoult. Voilà. Donc, il y avait des articles un peu de partout. J'ai vu des noms italiens, j'ai vu des noms chinois, etc., etc. Parce que là, je crois que le professeur Raoult a publié un nouvel article, non, depuis. Oui, je l'ai vu passer. Alors, j'ai pas fait attention si c'était avant ou après, parce qu'en fait, dès le 25 février, il communiquait via la chaîne YouTube de l'IHU qu'il était très très favorable à l'utilisation de l'hydroxychloroquine d'après des résultats chinois. Donc, il est aussi possible que le papier que j'ai vu fasse écho à ça. Voilà. Pour ce qui est justement des résultats chinois, est-ce que c'est des résultats, j'ai entendu tout et son contraire, est-ce que c'est des choses qui renforcent l'idée de l'hydroxychloroquine comme traitement ou ça l'invalide ou c'est... Alors, moi j'ai lu le papier en diagonale. Ouais. Et il n'y a rien qui était archi choquant. J'avais lu comme critique le fait qu'il devait avoir des groupes de 100 patients et qu'il devait avoir 3 groupes. Au final, ils n'en ont plus que 2 à 60 patients. Bon, ça encore, tu vois, ça fait partie des aléas de faire de la recherche dans l'urgence. D'accord. Mais alors, après, j'ai pas pris mon papier et mon stylo et lu chaque ligne et noté toute la méthodo pour vraiment pouvoir l'analyser. Mais bon, il n'y avait rien qui était archi choquant dedans. Et encore une fois, je dis ça très très prudemment parce que j'ai pas envie qu'on m'assassine parce que j'ai lu le papier en diagonale. Voilà, donc je peux pas non plus affirmer à 100% que c'est le cas. Ça marche, y a pas de problème. Donc, du coup, donc ça c'était pour Solidarity. Alors du côté franco-français. Attends, il manque une diapo. Attendez. Attendez. Il y a une diapo qui a disparu. Bon, c'est pas grave. C'est un peu triste parce que... attendez. Tu peux aller la chercher si tu veux. C'est pas grave, n'hésitez pas sur le chat. Si vous avez des questions en attendant, si vous voulez dire... Non, je pense qu'il y a eu un bug. C'était pour vous parler des recommandations de l'ANSM. Ouais. C'est quoi, pas l'ANSM, c'était le Haut Conseil de la santé publique. Du coup, qui encourageait les patients à les médecins à inclure les patients dans l'étude, donc toujours en respectant le consentement, donc plutôt que les médecins disent aux patients allez-y, enrôlez-vous dans les essais cliniques, c'est chouette. Ce qu'il disait aussi, c'est que, et là je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, c'est qu'étant donné qu'il n'y a rien qui a été approuvé par la l'ANSM, qui est l'Agence nationale du médicament, tout ce qu'ils prescrivent, c'est en leur âme et conscience. Donc, c'est eux qui choisissent, c'est le médecin qui prescrit le médicament.
qui choisit si oui ou non il veut il veut prescrire ou il ne veut pas prescrire grâce aux connaissances qu'il a, etc., etc. Donc ça, c'est à retenir. Et puis enfin, il disait que si jamais vous souhaitez effectivement traiter, il y avait plusieurs propositions qui étaient faites, et en troisième choix, il y avait l'hydroxychloroquine. D'accord. Donc en fait, il y a quand même ce que tu veux souligner, c'est qu'il y a quand même une agence qui est censée réguler tout ça. Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Non, mais dans le sens où c'est pas en mode la foire à la saucisse dans les hôpitaux où le médecin va. Enfin, le médecin a quand même le pouvoir comme tu dis, de prescrire ce qu'il veut, mais c'est à sa responsabilité, quoi. Mais il a quand même des recommandations faites par du coup l'organisme. Comment ça s'appelle déjà? Tu as dit l'organisme? C'est à vérifier, mais du coup, puisque j'ai plus la diapo devant les yeux, c'est pas grave. Pour moi, c'est le Haut Conseil de la Santé publique, et c'était leur avis du 23 mars, où ils disaient ça. Il faut savoir que les médecins sont responsables de tout ce qu'ils prescrivent. Donc ça permet de calmer un petit peu le jeu, après, parce que des fois on se rend pas compte, parce que quand on entend dans les news que les médecins peuvent dorénavant prescrire un peu ce qu'ils veulent, et que on a l'impression qu'on lègue un pouvoir comme ça qui est presque un peu trop pas trop fort, mais tu vois ce que je veux dire, on sait pas ce qu'ils vont faire, du coup ça peut générer des inquiétudes, tu vois, auprès du grand public. Mais en fait, si on sait qu'il y a quand même des organismes qui régulent ça un petit peu, ou qui recherchent de manière très sérieuse et qui propose de manière un peu procédurale ce qui peut être fait, ça rassure, quoi. Enfin, au niveau du système, quoi, ça montre qu'il y a une structure. C'est pas on fait ce qu'on veut non plus, quoi. Ah oui, non, totalement. C'est pas ça du tout. Bon, il y a toujours des dérives comme dans tous les systèmes, mais techniquement, il y a des recommandations, il y a des consignes qui sont données aux médecins. Donc après, là, effectivement, la consigne, c'est choisissez selon les connaissances en l'état, choisissez vous-même, en votre âme et conscience, ce que vous voulez donner aux patients ou pas. Et tu as dit l'hydroxychloroquine, c'est pas le premier choix non plus de... C'est ça, parce non, c'est pas le premier choix. On entend parler que de ça, mais en fait, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres anti-solutions. Et il y a d'autres solutions, pardon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dommage que la diapo ait disparu, parce que j'avais noté les deux premières étaient alors, il y avait une combinaison d'antiviral et un antiviral tout seul. D'accord. Voilà. Et qui sont dans les deux premières, donc c'est pas les choix de priorité qui sont prescrits, quoi. Enfin, c'est pas qui sont recommandés. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, a priori, n'est pas placé en première dans les recommandations de traitement, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça permet aussi de voir que cette molécule qu'on met sur un piédestal depuis quelques semaines n'est pas, certes prometteuse, sans doute, mais n'est pas non plus la seule option, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de le noter, quoi, auprès des gens, parce qu'en fait, d'un point de vue médiatique, on se rend pas compte de ça, de la situation actuelle, de comment c'est géré, en fait. Il y a une question de Shovel Kicker. Globalement, savoir qu'on va participer à un test joue sur le placebo-nocebo. En fait, c'est justement pour ça qu'on va utiliser le double aveugle. Souvent, c'est pour éviter qu'il y ait un effet. Bon, c'est possible, ça arrive. Ce qu'on fait souvent, ça se fait dans certains, pas souvent, mais ça se fait des fois, c'est que les personnes qu'on appelle placebo-répondeurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des effets placebo, quand on a le temps de faire un bel essai, bien comme il faut, etc., on va au début donner du placebo à tout le monde, et puis on va voir ceux dont la variable, le critère d'intérêt varie, et on va exclure ces personnes-là de l'essai. Donc, bien sûr, tout le monde est prévenu que c'est comme ça. Enfin, on ne leur prévient pas qu'on leur donne du placebo dès le début. Ouais. Et du coup, ça permet de retirer toutes les personnes qui soit sont placebo-répondeurs, soit sont nocebo-répondeurs. Mais sinon, en fait,
je ne sais pas si le fait vraiment d'être dans un essai clinique, ça influe dessus. Je pense qu'effectivement, les personnes, à partir du moment où tu te donnes un traitement, tu vas avoir un effet, entre guillemets, placebo. Alors, comment préciser ça? En fait, l'effet placebo est indépendant du fait que tu prennes un placebo ou non. C'est-à-dire que tu peux avoir un effet placebo alors que tu prends un autre médicament, etc. C'est juste que ta psyché agit sur ta façon de répondre aux médicaments. Donc du coup, tu peux avoir le traitement et aussi avoir cette espèce de boost de réponse au traitement grâce à l'effet placebo. Donc les gens vont être répartis grâce à la randomisation de façon égale dans les deux groupes. Donc potentiellement, les placebo-répondeurs sont répartis de façon égale et on va s'affranchir de ce biais-là. Mais typiquement, par exemple, si on peut citer là la nouvelle molécule qui a été mise sur le marché pour l'hépatite C, je pense que beaucoup de personnes qui ont été intégrées à l'étude clinique sur cette molécule, là le nom m'échappe, ont probablement très bien réagi du fait de savoir qu'elle potentiellement testait une bonne molécule qui était nouvelle et qui était très prometteuse au lieu d'avoir un traitement lourd, plein de conséquences pour leur santé, etc., etc. Il y a justement Mirabel 2410 qui souligne l'existence d'un article Wikipédia qui s'appelle Discovery Essai clinique qui recense d'autres traitements possibles. Ça parle de Remdesivir, Lopinavir. Lopinavir d'ailleurs, il est dans les... Donc tout ça, c'est des noms de... C'est des noms de molécules ou c'est des... C'est des antiviraux. Ok. Alors il y en a au moins un qui est justement dans les consignes du Haut Conseil pour la santé publique. Il y a Ritonavir et interféron bêta. Oui. Remdesivir. Donc là, il y a un qui commence par un L, non? C'est ça? Il y a Lopinavir, ouais, le L. Lopinavir, voilà, ouais. C'est celui-là. Ils ont tous des noms à accoucher dehors. Bon. Il me semble que c'est le Lopinavir qui est dans les... Au moins lui, peut-être les autres qui sont dans les recommandations faites aux médecins. Ok. Et encore une fois, je précise, on ne recommande pas aux médecins d'utiliser ces traitements-là. On leur dit que c'est à eux de choisir s'ils veulent utiliser une de ces molécules dont on n'est pas 100% sûr qu'elle marche. Et que par contre, s'ils veulent utiliser une molécule pour traiter leurs patients, voici les différents traitements que vous pouvez essayer. On leur laisse le choix, quoi. La responsabilité. Voilà. Ok. Ça me va. Alors, du coup, moi, je vais finir sur la fin. Du coup, on ne sait pas encore si l'hydroxychloroquine est efficace ou toxique pour les malades du Covid. Quoi qu'il arrive, pour vous, comme on dit dans les vidéos, ne tentez pas ça chez vous. Ne prenez pas de chloroquine ou d'hydroxychloroquine seul. C'est potentiellement toxique. Personne n'est là pour contrôler le dosage que vous avez. Il est facilement possible de mourir après avoir pris trop de chloroquine ou en avoir pris trop souvent, etc. Ne videz pas les stocks dans les pharmacies au cas où, parce que, comme on l'a dit plus tôt, il y a des personnes qui souffrent, qui ont des maladies graves, comme le lupus ou l'arthrite rhumatoïde, qui ont besoin de ça. Et puis, on va aussi avoir là toutes les personnes qui sont rapatriées au fur et à mesure ont peut-être aussi besoin de prophylaxie antipaludique. Ce n'est pas le moment de faire une crise de palu et d'aller aux urgences alors qu'il y a le Covid. Et enfin, donc, n'étripez ni les médecins qui donnent de l'hydroxychloroquine, ni ceux qui refusent d'en donner. C'est à eux de choisir. Vous pouvez en demander et vous pouvez en refuser si jamais vous êtes malade. On ne peut pas vous forcer à prendre des cachetons contre votre gré, sauf si vous êtes dans le coma. J'espère que vous ne le serez pas de toute façon. Et voilà, donc on est toujours dans le doute. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Il faut qu'on attende d'avoir plus de data. En attendant, les médecins, ils essayent du mieux qu'ils peuvent de nous soigner.
selon ce qu'ils voient sur le terrain et selon ce qu'ils essayent, et on peut que les encourager à soigner au mieux. Ok. Voilà, je vous remercie. Portez-vous bien et lavez-vous les mains. Super. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation très enrichissante. Enfin, moi, du coup, j'ai un peu mieux compris de quoi il en retournait, même si j'avais suivi l'affaire, on va dire. Tiens, coucou, je me vois en live. Il n'y a pas de problème, hein, on est là, on est tranquille sur tout ce qu'on prend, tandis que je règle un petit souci de caméra comme d'habitude. C'est très récurrent ici chez Tout ce qu'on prend. En tout cas, merci à toi d'avoir fait cette présentation encore une fois. Oui, donc ce que je disais, désolé encore. Hein. Pourquoi? Pour l'amateurisme flagrant, les fautes d'orthographe et les diapos manquantes. Mais même, moi de mon côté aussi, je suis un peu amateur. Là, je suis en train de modifier la taille de ta caméra pour te dire à quel point je suis aussi dans l'amateurisme. Oui, donc je disais, en fait, j'ai aussi suivi, même en suivant, on va dire, l'actu, j'étais pas aussi bien renseigné parce que je m'étais pas intéressé à l'étude, parce que j'ai juste pas les connaissances, l'expérience de lire ces études-là. Donc c'est pour ça que tu as été d'une aide précieuse pour essayer de comprendre ce qui allait, ce qui allait pas. Merci, et j'espère que de votre côté aussi dans le chat, tout va bien. Alors je vais lire rapidement. Très bien cette présentation, merci Mathilde. Un grand merci. Je t'envoie quelques ressources pour les gens d'ailleurs. La publication du professeur. Oui, bien sûr. De toute façon, je mettrai en description de la vidéo les liens, les références, tout ça, pour avoir quelque chose de sourcé et de fiable, pour pas qu'on vous garantisse à la fois pour vous donner un moyen d'aller voir les sources, et aussi pour quelque part montrer aussi qu'on raconte pas non plus n'importe quoi. Morale, on ne sait pas encore. Ouais, donc peut-être certains d'entre vous savaient déjà qu'on ne savait pas encore, mais c'est important de le dire. Merci pour cette présentation. Donc voilà, il y avait pas mal de gens qui te remercient. Si vous avez encore des questions, ou même ceux qui viennent d'arriver éventuellement, qui ont raté, qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, même s'il faut revenir sur certains points, même si on a déjà répondu à ces questions-là, vous pouvez les reposer éventuellement, et on pourra essayer d'apporter plus de précision. Ouais, maintenant là on passe donc du coup à la partie plus questions et discussions en général. Toi, question un peu personnelle, comment tu sens l'avenir? Enfin, toi, je sais que faut pas trop, quand on veut communiquer de l'information juste et fiable, faut pas trop faire parler ses sentiments et sa subjectivité, mais est-ce que toi tu vois l'hydroxychloroquine comme aussi du même niveau que les autres traitements, les autres molécules? Est-ce que tu as bon espoir aussi que ça puisse marcher, ou au contraire tu doutes énormément parce que la plupart des études que tu vois te conviennent pas? Alors, je me posais la question parce que il y a deux choses sur l'hydroxychloroquine qui sont à la fois intéressantes et problématiques. C'est qu'on a dit qu'elle était immunomodulatrice. Et il faut savoir que quand on meurt du Covid, on ne meurt pas du virus. On meurt de ce qu'on appelle un sepsis, c'est-à-dire que, en gros, le corps se met à s'autodétruire. Encore une fois, c'est très vulgarisé. Ouais, bien sûr. Le but, c'est de vulgariser. Donc le corps s'autodétruit, donc on a une inflammation qui est complète, les organes vont arrêter de fonctionner, etc. Le problème, c'est que l'hydroxychloroquine, elle est mal utilisée par notre corps quand les reins ne fonctionnent plus. Donc, à la fois, ça pourrait être intéressant de l'utiliser sur des patients qui sont en réanimation, et à la fois, c'est très dangereux. Pour le reste, je pense que c'est pas non plus archi dangereux pour des personnes qui ne sont pas en état grave de prendre de l'hydroxychloroquine. Si a priori toutes les contre-indications sont respectées. Mais encore une fois, la question c'est, est-ce que le médicament il aide, est-ce qu'il est neutre et est-ce qu'il est détrimental? S'il est détrimental, c'est pas bien du tout. Et s'il est neutre, c'est une perte de moyens et de temps de l'administrer aux patients. Donc en fait, c'est vraiment très très compliqué. Moi, je comprends les patients
les médecins qui ont eu l'impression, au vu de leurs patients, que ça marchait, qu'ils continuent. Mais je comprends également que les gens soient très réticents à l'utiliser. Franchement, là, tout de suite, si j'attrape le Covid, je ne saurais pas te dire si j'en prendrais ou pas. Okay. Peut-être que je préférais un antiviral qui est vraiment antiviral, parce qu'on sait que ça marche sur ce type de virus-là, etc., plutôt que l'hydroxychloroquine. Mais c'est mon humble avis, et pour moi qui ne voulais pas donner vraiment d'avis. Mais c'est moi, je t'ai forcé, hein, je suis désolé. Mais... Voilà. Ok. Ce serait pas non plus... ce serait pas mon numéro 1, mais si on me propose d'être traité à l'hydroxychloroquine, je vais pas non plus hurler au scandale, quoi. Ça marche. Il y a Cheval Kicker qui demande si tu pourras fournir ta présentation en ressources de vidéos. Bien sûr. Je pourrais le mettre aussi. Sinon, ouais, là encore, peut-être, je sais pas si tu aurais une estimation, un avis là-dessus, mais on est dans l'urgence, il y a plein d'essais qui sont faits. Bon, forcément, la méthodo, elle en prend un coup, mais combien de temps tu penses que cette phase-là d'urgence va durer jusqu'à ce qu'on soit à peu près sûr qu'on ait quelque chose de fiable fiable, tout est relatif, mais qu'on puisse prescrire sans avoir trop de regrets par la suite en mode ah bah non, en fait on aurait dû faire plus d'études parce que c'était pas la bonne solution. Est-ce que tu penses que là, est-ce que c'est sûr, ça se compte à l'échelle de semaines ou de mois ou d'années pour qu'on trouve quelque chose? 2 semaines sûrement pas, probablement 2 mois, et je pense que d'ici 1 an on sera sûr de si ça marche ou pas. Mais combien de mois ça va prendre? S'ils accélèrent vraiment le truc, ça peut être relativement rapide. Mais tu vois, je saurais pas te répondre parce que donc là on est en train de recruter, si j'ai bien compris, pour la France en tout cas. Faut quand même faire cette coordination à l'international qui est coton, donc dans plusieurs centres, recruter les patients, etc. Ça prend du temps. Et puis après, je ne sais pas sur combien de temps ils vont tester les patients. S'ils les testent par exemple sur 1 mois, ça va prendre beaucoup plus de temps que s'ils testent les patients sur 6 jours. Et après, il va falloir traiter une grosse masse de données. Donc il va falloir, ça va être compliqué, quoi. Ça se fait pas en un jour sûr. Donc pour moi, il y a plusieurs mois avant qu'on ait vraiment des certitudes. Après, je pense que il y aura peut-être des publications préliminaires disant on a l'impression que a priori ça devrait être plutôt ça qui marche ou plutôt ça qui marche, mais ça sera toujours pas des certitudes. Ça sera le début d'analyse a l'air d'être plutôt pour ça, mais pas on est sûr que ça marche. Voilà. Ok. Et comment on pourrait expliquer le succès du professeur Raoult? Là aussi, c'est pareil, c'est plus une question personnelle, mais moi, je suis toujours étonné c'est des médias qui ont probablement, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que les médias, on en fait tout un pataquès, et donc nous aussi, on a peut-être un biais, on a envie d'avoir un super héros dans notre pays. Je sais pas comment réussir à expliquer ça parce que, comme tu l'as montré dans ta présentation, c'est pas la seule personne qui travaille sur la recherche d'un traitement, et c'est même pas l'hydroxychloroquine n'est pas non plus la seule molécule ou le seul traitement qui est viable. Donc j'ai encore du mal à comprendre c'est parce qu'il a fait partie des premiers, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense parce qu'il a communiqué efficacement. Il faut savoir que en général, les chercheurs à la communication, c'est assez compliqué. Donc lui, il a la chance de être il a des très bonnes conditions puisqu'il est dans un institut hospitalo-universitaire qui est relativement neuf. Donc l'IHU, elle a été inaugurée il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de moyens, etc. Il a su vraiment communiquer de façon très efficace, notamment via la chaîne YouTube de l'IHU. Et puis, je pense que tout le monde est profondément ennuyé, chacun chez soi, et qu'on a besoin de sensations fortes. Et ça nous fait un peu oublier le fait que les morts s'empilent tous les jours. D'ailleurs, il faut penser qu'il n'y a pas que des morts, il y a aussi des vivants.
Par exemple, je trouve que c'est quand même vachement dommage que on communique pas, par exemple, sur les personnes qui s'en sortent. Mais ouais, je pense en fait c'est vraiment du pur emballement médiatique. Est-ce que la personnalité du professeur Raoult s'y prête aussi? Je pense, parce que ça a l'air d'être une personne qui est assez rodée aux polémiques. Voilà, c'est pas vraiment la personne pour laquelle on a inventé le mot consensuel. Voilà, c'est peut-être ça, il a une personnalité qui détonne, etc., etc. Et les gens ont besoin d'espoir. Je pense qu'il y a plein de facteurs, quoi. Mais pour moi, c'est principalement aussi le fait qu'il a bien communiqué, il a communiqué efficacement. Après, est-ce qu'il a communiqué comme il aurait dû, c'est-à-dire en prenant les précautions de dire que c'est qu'un début? J'ai pas l'impression qu'il ait pris aussi beaucoup de pincettes de ce côté-là. Et puis je pense que voilà, il y a eu un véritable emballement médiatique à cause du fait que tout le monde est enfermé chez soi, s'ennuie, a besoin d'espoir. Voilà. Alors d'ailleurs en France, John Hopkins dit qu'il y a 9500 personnes presque qui ont guéri du coronavirus. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Presque 10 000 personnes. Donc ça c'est la source officielle, c'est on mettra je pense en description. Justement ça me permet de passer à la question suivante que j'avais en tête. Qu'est-ce que tu recommanderais comme source fiable de suivre quel site internet ou organisme tu voudrais recommander, on va dire, à des gens qui veulent se renseigner et qui n'ont pas envie de tomber dans les travers d'internet? Alors c'est un peu compliqué. Là, je pense que la meilleure chose pour vous renseigner, c'est de lire les publis. Parce qu'on est encore à un moment où il faut... c'est la source primaire. C'est balbutiant. Après, bon, je sais que les gens qui sont un peu anti-système n'aimeront pas cette réponse, mais quand même, l'OMS, ça reste une bonne ressource. Voilà, si vous voulez avoir un suivi aussi de la situation en France, vous pouvez regarder les différentes institutions, c'est-à-dire le Haut Conseil de la Santé publique, Santé publique France, etc. C'est un moment où le problème, voilà, en France, on n'a pas non plus des institutions qui sont archi corrompues. Donc autant en profiter. Comme j'aime le dire, c'est pas le moment d'être complotiste. S'il y a bien un moment où il faut pas l'être, c'est peut-être maintenant, parce que justement, il faut qu'on compte beaucoup sur les organismes un peu d'État ou des organismes officiels. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu es d'accord avec cette idée? Faire confiance au gouvernement et au truc de la santé? Piège. Au gouvernement, je pense que l'avenir va pas forcément être tendre avec la façon dont ils auront géré la crise. Après, est-ce qu'ils auront mieux fait que les autres ou moins bien fait que les autres? Rendez-vous en 2021 ou en 2022 pour analyser tout ça à froid. Oui, ça c'est une autre question. Voilà, après on a quand même des institutions de santé publique et de médecine qui sont quand même fiables. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. L'OMS, le CDC, qui est l'organisme de contrôle des maladies américain. Il y a aussi le CDC européen que vous pouvez voir. Santé publique France. Vous avez donc des ressources qui sont neutres, quoi. Notamment si vous voulez, par exemple, suivre l'État. Donc moi, je suis le nombre de cas en France sur Johns Hopkins, sur un site de Johns Hopkins, donc une université américaine. Johns Hopkins University, parce qu'ils ont une super map, je vous la mettrai dans les ressources, avec tous les pays, les cas, le nombre de morts, le nombre de personnes qui s'en est sorti, et puis des jolies courbes. Sinon, il me semble que c'est sur Santé publique France où vous avez un compte très précis des cas qu'on a en France. Sachant qu'on n'est pas ultra bien dépisté et que les cas qui sont déclarés correspondent aux cas hospitalisés. Ok. Il y a des petits soucis de connexion, je remarque, mais ça allait jusqu'à maintenant. Là, désolé. Non, on va faire avec. Mais
Je vais mettre juste les liens que tu m'as transmis sur Skype, je les mets dans le chat. Tiens, Mirabel qui s'est fait supprimer son message. Dashboard Covid Go, ouais, pour les hospicés. Ok. Sinon, ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Toi, de ton côté, du coup, t'es arrêté. Pour une question un peu plus personnelle, t'es arrêté au niveau du boulot. C'est ça. Donc, du coup, Ouais. t'as du temps. C'est d'où est venue cette idée de. Bah, tu m'as contacté pour faire un peu de communication là-dessus. D'où ça t'est venu un peu cette envie de vouloir communiquer le problème au grand public? Alors, j'avais fait des cours à l'université Paris-Sud de vulgarisation, notamment avec comme prof Sébastien Carasso. Ah ouais? Coucou Sébastien, si tu Il était tu prof? m'écoutes. Il était prof, il nous a fait un cours de vidéo, voilà, comment faire de la vulgarisation en vidéo. Incroyable. Et du coup, je l'ai recroisé par la suite, on est devenus potes et il m'a un peu encouragée. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec le collectif Conscience et qui m'a dit que tu cherchais des gens pour chroniquer. Donc, effectivement. Voilà. Ça, c'est Senpai. Senpai Sébastien. Il fait tellement de choses. Il a un rouage essentiel au monde de la vulgarisation. C'est ça. Et du coup, je voulais dire un truc que je sais plus. Petit moment de blanc. Non. Ah oui, tout à l'heure justement, t'as parlé du fait que en tant que chercheur, des fois, on a du mal à. Enfin, tous les chercheurs ne communiquent pas bien. Que lui, Raoult, justement, il a joué sur sa carte là-dessus pour peut-être se faire un peu plus entendre. Est-ce que tu penses que d'autres établissements devraient aussi, les autres établissements de recherche devraient faire plus de communication auprès du grand public sur leurs articles? Parce que tu fais souvent référence aux articles primaires, enfin aux articles scientifiques en disant c'est la source primaire, allez voir. Mais pour le grand public, c'est très difficile d'avoir accès, déjà d'avoir l'accès physique à ces articles-là, mais en plus après de le lire, c'est compliqué. Donc est-ce que, enfin, comment faire du coup est-ce que Alors, des vulgarisateurs ou des Alors, choses... vulgarisateur, non, pas trop. Par contre, moi, je connais un petit peu l'Institut Pasteur. Ils ont un pôle communication et ils s'arrangent pour avoir, notamment pour avoir des experts des experts vérifiés qui sont vraiment, qui s'y connaissent vraiment, qui peuvent être ensuite interviewés dans les médias. Après, là où je pense que Raoult a bien joué, c'est qu'il a directement parlé sur YouTube. Ça aide. Ah oui, okay, voilà. Ça. Il a touché plus de monde comme ça sur les grands médias, on va dire de réseaux, enfin sur Internet. Pas les oui, je pense. Alors après, voilà, tous les grands instituts s'y mettent de mieux en mieux à communiquer. Ça avance bien. C'est plus trop le temps où on faisait de la science dans son coin et puis on s'occupait pas du tout de ce que pense le public. Maintenant, c'est plus possible. Et puis en plus, les grands instituts peuvent se permettre d'employer des personnes qui sont spécialistes et qui vont faire le lien spécialistes de la communication, pardon, et qui vont faire le lien entre le chercheur qui est dans son monde et la personne de l'autre côté qui ne sait pas, par exemple, forcément ce qu'est un chromosome, alors que le chercheur ne sait pas que les personnes ne savent pas ce qu'est un chromosome, par exemple. Voilà, donc il y a des personnes qui permettent de faire le pont entre les deux. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, cette composante dans ton métier Enfin, peut-être que c'est ce que tu faisais déjà avant le confinement, tu le faisais peut-être déjà. Non, je viens de commencer. Après, journalisme scientifique et comme scientifique, c'est un milieu qui est quand même assez bouché. Voilà, et puis moi j'aime bien communiquer, je trouve ça chouette, mais je préfère faire de la science, je préfère travailler en santé publique. Donc je suis contente de pouvoir faire une chronique là comme ça, de temps en temps, mais j'ai envie que ma vie de tous les jours, ça soit quand même de faire de la science. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là qui attendent des réponses et
et que la situation s'améliore, tu leur ferais passer quoi comme message? Que c'est nul, mais qu'il faut être patient. On a juste pas le choix, en fait. Faut attendre la fin du confinement. Faut attendre d'avoir des réponses. En fait, c'est un petit peu une question de vie ou de mort, quoi. Je comprends que ça soit vraiment difficile à vivre au quotidien et que ça paraît un peu irréaliste ce qui se passe. Mais restez chez vous le plus possible. Soyez prudents quand vous sortez. Si vous avez des masques, ça peut être utile de sortir avec un masque. Comme ça, si jamais vous êtes asymptomatique, vous ne contaminez pas les personnes autour de vous. Ça se met en place difficilement au niveau national parce que c'est un peu compliqué du jour au lendemain de gérer une épidémie comme ça. Donc je ne commenterai pas sur les éventuels défauts de préparation qu'il y avait en France, mais il faut dire que voilà, la France, c'est la première fois qu'on a une grosse épidémie comme ça. La dernière fois, on avait la grippe A qui a un peu fait pchit, donc peut-être que ça a aussi perdu un peu de réalité dans l'esprit des gens, ce que peut être une pandémie, par rapport à un pays comme Taïwan qui s'est pris à la fois le SRAS. Alors Taïwan, je ne suis plus sûre s'ils ont eu le MERS, mais par exemple la Corée a eu le SRAS et le MERS. Du coup, ils sont archi calés, ils savent très bien ce qu'il faut faire, comment il faut s'organiser et tout pour ralentir la courbe épidémique afin que le système de santé suive derrière. Voilà, nous, c'est à l'étape de on bricole comme on peut, on fait du mieux qu'on peut, et faut être patient, quoi. Après, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres pays. Je pense aux États-Unis, par exemple. Brésil où aussi, le président refuse que les personnes se confinent, ou tout simplement... moi, je me souviens mon prof d'épidémiologie qui nous disait là en février, quand ça va arriver en Afrique, ça va être compliqué parce qu'en Afrique, la réanimation, il n'y a pas beaucoup de structures de soins et encore moins de structures de réanimation. Donc, ça va être un problème. Et en Afrique, c'est pas encore arrivé parce que c'est un biais qu'on a parce qu'on n'a pas beaucoup de données, ou c'est vraiment le cas a priori? Alors, en Afrique, c'est arrivé. Tant que je te réouvre John Hopkins. John Hopkins, tu as disparu. Désolée. Oui, c'est très pratique pour ceux qui le regardent. C'est une map assez pratique à utiliser. Ils sont un peu en retard dans leur data, surtout dans l'après-midi pour nous, parce que c'est les Américains qui le mettent à jour. Et forcément, quand c'est l'après-midi pour nous, eux, ils dorment. Donc, il y a toujours un petit peu de retard, mais ça reste quand même pas mal. Du coup, là, si je regarde la carte de l'Afrique, il y a quand même des points partout, là, ça y est. Du coup, Sénégalia, Mali, Algérie, Égypte, Soudan, Rwanda, etc. Enfin, Madagascar et Afrique du Sud. Alors oui, là, va y avoir un problème. Il y a surtout un gros problème de dépistage. Par exemple, quand je vois que République démocratique du Congo, il n'y a rien, alors que juste à côté, enfin, il est tout entouré de pays où il y a des cas. Sud-Soudan, il n'y a rien aussi. Je pense que c'est des problèmes, enfin, c'est des pays qui sont encore un peu, c'est un euphémisme, qui ne sont pas les plus stables. Donc, il n'y a probablement pas eu de dépistage. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de cas, quoi. Ok. Après, les pays africains commencent à prendre des mesures. Donc, je sais que Madagascar et le Sénégal, c'est déjà le cas. Après, il faut voir des pays qui n'ont pas forcément des infrastructures très solides, que ce soit des infrastructures de communication sanitaire, des infrastructures hospitalières, etc., peuvent faire face à quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que faut voir si ils sont équipés d'assez de PCR pour faire les tests, ce genre de trucs. Voilà. Donc non, en Afrique, il y a des cas et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on en pense. Et par contre, en Afrique, ça risque de toucher durement la population. Voilà. Et question un peu, encore une fois, peut-être provocatrice pour faire du sensationnel. Est-ce que toi, t'es pro principe de précaution ou pas? En gros, est-ce que t'es pas obligé de répondre, hein, si tu trouves que
la question est un peu plus puérile, mais où est-ce que tu te situes dans cette dans la polémique? Est-ce que tu prônes plus pour de la recherche plus méthodique, plus solide, ou alors tu préfères la fin justifie les moyens et que tu es prêt à mettre de côté certains principes scientifiques pour... C'est une question très personnelle, encore une fois. Hein, mais... Bah, je pense qu'il faut une balance entre les deux. Faut vraiment... Yes. Non, mais oui, t'as raison. C'est clair, il faut une balance entre les deux. Tu vois, par exemple, quand c'était, si je me souviens bien et que je vous dis pas de bêtises, pour le vaccin Ebola, bah, on a un peu mis de côté le principe de précaution et on a vacciné plein de gens sans avoir fait tous les essais cliniques nécessaires parce que c'était une question de vie ou de mort. Voilà, il faut ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Il faut voir est-ce que le risque de donner une molécule comme ça est plus fort que le bénéfice potentiel. Pour le moment, on a l'impression, il y a pas mal de morts du virus, mais je ne sais pas si le nombre de morts qu'on a aujourd'hui justifie qu'on donne des médicaments qui ne sont pas, entre guillemets, pas homologués. Là, tout de suite, je ne saurais pas vous dire. Non, mais tu as le droit de ne pas te prononcer aussi, de rester. Voilà, mais c'est quelque chose de très difficile à difficile à évaluer. Autant pour, par exemple, vacciner les gens contre Ebola, tout le monde était en train de mourir, donc on y va. Là, on a 3500 morts sur probablement, à vue de nez, 100 000 cas. Est-ce que ça vaut la peine qu'on commence à donner des choses potentiellement toxiques aux gens ou pas? Il faut vraiment bien connaître le dossier, avoir de l'expérience et surtout que les professionnels de santé en discutent entre eux, quoi. Que ce soit un vrai débat d'idées. Ça aussi, je m'en rends pas compte, mais ce que fait de son côté le professeur Raoult n'est pas isolé. En fait, lui, il travaille aussi en collaboration avec d'autres laboratoires. Il fait des conférences, des téléconférences avec eux, j'imagine. Enfin, il n'y a pas d'un point de vue scientifique, il n'y a pas vraiment d'isolement à l'échelle des laboratoires. J'imagine qu'il y a de la communication et que il y a plutôt de l'entraide ou... Ah oui, voilà, parce que du coup ça m'amène à une autre question, ce qui est sur un peu la compétition. Est-ce qu'il y a vraiment cette compétition, ce mythe de le premier pays qui trouve le remède, ça sera peut-être ça politiquement c'est intéressant, que on va en faire un symbole ou je ne sais quoi. Donc c'est aussi, est-ce qu'il y a une dimension politique là-dedans qui peut envenimer la recherche et empêcher les collaborations? Ou est-ce que c'est qu'un mythe et qu'en réalité les chercheurs sont assez unis sur la question des traitements et des recherches là-dessus? Non, c'est pas du tout un mythe. Hein. C'est sûr qu'il y a une course, notamment probablement, elle est en cours, une course au vaccin, une course au traitement, etc. C'est sûr que le premier pays qui... bon, là, on teste pas des nouvelles molécules, donc c'est un peu différent. Mais s'il s'agissait de sortir une nouvelle molécule... un peu du chapeau, comme par exemple ça a été le cas pour Ebola, c'est un peu la course, parce qu'il y a tout le prestige qui va avec. Là, ça va probablement être la course pour le vaccin aussi. Mais les gens vont à la fois, en fait, les scientifiques vont à la fois d'un certain côté travailler dans leur coin super dur pour essayer d'être les premiers, mais en même temps, ils ont besoin de collaborer avec les autres. Donc, ils ont besoin d'avoir les articles de tout le monde pour avancer plus vite. Donc, en fait, à la fois, c'est la course, mais en même temps, les gens coopèrent. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un peu les deux, quoi. Et donc, ouais, faut bien s'imaginer que c'est... Parce que moi, je vais encore répéter ce que j'ai dit, mais... Moi, mon impression, c'est que dans les médias, on voit que le cas français avec ce laboratoire à Marseille, et on est trop... franco-centré, je sais pas si on peut dire ça, ou marseillo-centré presque maintenant. Et en fait, alors qu'on se rend pas compte que c'est un problème à l'échelle du monde et qui est traité par 10 pays. Bon, c'est pas tout le monde, comme soulignait Chevalier Kicker, mais c'est quand même pas mal de pays. Et donc il y a un vrai entrain à l'échelle d'une collaboration internationale, quoi. Donc c'est plutôt encourageant en fait. Faut peut-être, enfin moi j'essaie plutôt de véhiculer le positif, on va dire. Est-ce qu'on a quand même l'idée que les scientifiques s'entraident et
et qu'on a des organismes qui s'assurent que tout se passe bien, que les essais sont faits assez correctement, donc et que c'est pas le foutoir, quoi, et que c'est pas le premier scientifique, le premier médecin venu avec une molécule et qui va. Je pense qu'il faut aussi un peu casser ce mythe du chercheur isolé, parce que même le professeur Raoult ne l'est pas. Au final. Ouais, d'ailleurs, tu passes ton temps à dire le professeur Raoult et son laboratoire. Non, le professeur Raoult dirige un institut de recherche. Ouais. Donc avec un grand nombre de laboratoires spécialisés en infectiologie et du coup aussi qui est dans un hôpital. Donc voilà, il y a à la fois la casquette, par exemple l'Institut Pasteur peut avoir des collaborations avec un autre hôpital, mais l'Institut Pasteur n'a pas un hôpital dans ses locaux. L'IHU, oui. C'est le cas par exemple en Necker ou la Pitié-Salpêtrière, ou aussi des laboratoires de recherche in situ dans leur... pas forcément en infectiologie, parce que justement l'idée de l'IHU, si j'ai bien compris, c'était justement d'avoir un pôle vraiment spécialisé en infectiologie, un peu comme l'Institut Imagine l'est à Paris, qui lui est un institut vraiment spécialisé dans les maladies génétiques. Si je dis pas de bêtises. J'ai toujours peur de dire de bêtises dans ce live. Non, mais il n'y a pas de problème. Ah oui, il faut bien rappeler aussi aux gens que là, ce live, il est fait à l'instant T, c'est-à-dire le 1er avril 2020. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun poisson dans ce live pour le moment. Non, il y avait un tout petit poisson. Il y avait le fait que c'était mon chat qui avait rédigé le PowerPoint, mais je pense que c'est passé vite fait. Donc, tout ça pour dire que c'est l'état des connaissances actuelles, et avec nos connaissances limitées, parce que ni toi ni surtout pas moi sommes des experts de la question non plus. Donc voilà, en fait, moi en tant que citoyen, ce qui m'inquiète le plus, c'est de pas avoir accès à l'information, à ce qui se passe vraiment. Mais je trouve que du coup tu as apporté pas mal d'éléments de réponse sur ce qui existe en fait en termes de ressources, pour qu'on puisse après nous-mêmes se renseigner de notre côté, et que voilà, il faut laisser les experts faire finalement. Bon, ça sans doute vous le saviez déjà, mais et voilà, aussi c'est un travail qui va mettre beaucoup de temps, et c'est ça aussi, les gens pensent pas assez long terme, et pourtant la recherche, c'est le principe de la recherche, c'est assez long-termiste, et voilà, même si on est dans un cas d'urgence, et qu'évidemment il y a des compromis à faire, hein, mais voilà, je pense qu'il faut se reposer sur les gens qui savent vraiment, et ne pas trop s'en faire, quoi. Ouais, même si c'est difficile. Il y a Dasaju qui est un peu déçu parce qu'il n'a pas vu ton chat à la caméra. Ouais, mais Dasaju connaît mon chat, donc il n'a pas le droit de râler. Il l'a déjà vu, lui. Il a eu la chance au moins de le voir. En tout cas, on va pas trop tarder à... Ça fait plus de 2 heures qu'on est en live, là. Donc, toi qui t'inquiétais que ça dure trop longtemps, ça a duré trop longtemps. Non, enfin, je sais pas. Mais moi, je trouvais que que ça durait le temps qu'il fallait. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez des toutes dernières. On va, je pense, pas trop se tarder à s'arrêter. On se dit max... Enfin, sauf si toi t'en as marre et que t'en peux plus, que tu veux partir éventuellement. Je veux pas non plus te faire durer, mais parce que je pense qu'on arrive au bout. Mais en tout cas, en attendant, je vais demander, je pense, à Samuel si il est toujours parmi nous, s'il veut intervenir éventuellement, s'il est sur Skype. Salut, bonjour. Salut. Non, pas d'intervention de ma part. C'est bon, t'as tout compris, toi? J'ai tout compris. Oui. Yes, t'as pas l'air convaincu. Il y a même pas un petit truc sur lequel t'as un doute? Non, pas vraiment. Enfin. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, on a vu pas mal de choses. Petit rappel du coup sur la méthode. Sur la bonne méthode pour évaluer si quelque chose marche ou pas, quoi.
Et donc cool. Après, pour ce qui est de l'actualité, moi je suis un peu comme toi, je suis pas mal un petit peu un peu diverses sources. Donc c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, mais avec un peu de bon sens. Non, c'est vrai qu'avec un peu de discernement, des fois on arrive quand même à retrouver plus ou moins le vrai du faux, quoi. Donc après, c'est bien, ça m'a confirmé que mes sources n'étaient pas déconnantes. Donc voilà, très bien. Après, sinon voilà, cool. Ok, merci pour ton retour. Content que ça t'ait plu. En tout cas, où est-ce qu'on peut aller voir ton dessin éventuellement? Alors si c'est toi qui poses la question, on est mal. Je disais ça pour faire un appel du pied à mes chers modérateurs qui sont en général très réactifs pour donner les liens dans le chat, n'est-ce pas mes chers modérateurs? Il y a toujours un petit décalage sur le chat et le live. En tout cas, Mathilde, comment t'as trouvé l'exercice? Ça t'a plu ce moment? Oui, après, voilà, moi je rappelle que je suis étudiante, je ne suis pas diplômée et que je donne mes avis. On va dire que j'ai un tout petit peu plus de connaissances que la population générale pour donner les avis que tu m'as demandé là dans les dernières questions, mais que je ne suis pas du tout la source de la vérité. Voilà, donc moi à la base, je voulais vraiment faire le truc le plus neutre possible pour donner aux gens les outils dans ce débat. Ouais. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça vient vraiment un peu à la foire d'empoigne. Enfin, j'ai vu passer des articles du style « Oui, les médecins parisiens contre le Didier Raoult. Mais en fait, non, le Didier Raoult n'est pas du tout anti-système. C'est un proche de LREM ou des trucs comme ça. » Bon, en fait, à la base, on parlait de soigner une maladie. Le reste, on s'en fiche. Mais encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est une distraction, quoi. Voilà. Moi, je n'ai pas... J'ai pas d'opinion sur le professeur Didier Raoult, à part ce que je t'ai dit, que j'ai l'impression qu'il aime bien les polémiques. Mais sinon, pour le reste... voilà, je veux dire, c'est quand même un chercheur renommé qui a fait des travaux... qui a quand même découvert une catégorie de virus inconnus. Il est quand même énormément cité. C'est pas non plus le premier Pékin qui sort de sa boîte. Mais je pense qu'effectivement, là, il y a eu un problème dans la communication. C'est le fait de dire que la chloroquine, déjà la chloroquine n'est pas l'hydrochloroquine, et le médicament miracle, oui, l'hydroxychloroquine n'est pas la chloroquine, pardon, est un médicament miracle. C'est pas vrai. Voilà. Donc... après, est-ce que c'est lui directement qui l'a formulé comme ça? Est-ce que c'est les médias qui ont commencé à enfler? Ça, je sais pas. Mais voilà, mais je pense vraiment que le personnage plaît aussi. Il y a un côté... bien sûr. Il a énormément de bagou et tout. C'est un tout. Je pense qu'il plaît, ouais. Voilà, donc c'est un tout. Merci en tout cas pour ton avis. Et désolé si je t'ai un peu forcé la main sur donner ton avis personnel sur certaines questions. Parce que moi, ça me titille. Enfin... Pourquoi ton avis à toi? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, tu as quand même plus de bagages que la moyenne des gens dont je fais partie. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir toi ton retour, ton ressenti, même si c'est subjectif. Je pense qu'il vaut mieux se fier un peu à ce que toi tu peux communiquer. Donc désolé si je t'ai un peu forcé la main sur certains sujets. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé sur le chat aussi. Que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des retours, hein, vous êtes bien silencieux. Ils sont fatigués là, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu veux faire le mot de la fin? Non, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai un peu épuisé tout. Un petit message genre non. Comme d'habitude, restez chez vous, lavez-vous les mains, soyez vigilants quand même à ce qui se passe en termes de politique, de santé, soyez aussi vigilants aux plus démunis. Je pense notamment aux personnes réfugiées et migrantes qui n'ont pas forcément d'endroit où se confiner, ou les personnes sans domicile fixe.
Voilà, donc et n'oubliez pas que en fait, à chaque fois que vous risquez d'attraper le Covid, c'est pas tant vous le problème, c'est est-ce que vous allez être malade et prendre le lit d'une personne qui aurait pu survivre si vous n'avez pas été malade, ou est-ce que vous allez infecter les gens autour de vous. Donc, il faut vraiment penser ça de façon collective et pas juste soi contre le virus. C'est vraiment une affaire de groupe. Voilà, sur ce joli message. Merci, merci encore pour cette conférence, pour cette présentation. Puis on se dit peut-être à une prochaine fois éventuellement. Oui, éventuellement. Voilà. Bon, je te laisse à ta soirée. Et ciao, bye bye, passe une bonne soirée et bonne continuation. Salut! Merci, ciao!